en PACA. Alors cette fois-ci, Marine Le Pen, qui a choisi d'enjamber ce scrutin, s'approche-t-elle du pouvoir? Ce qui est sûr, c'est qu'elle anticipe, elle joue déjà une carte, on le voit, on va y revenir, c'est celle de l'Union nationale, comme elle l'a fait au début du mois, notamment lors d'un passage en région Rhône-Alpes-Auvergne pour soutenir son candidat, Andrea Cotarac. C'est autour de ma candidature présidentielle que va s'organiser l'Union nationale que nous appelons de nos vœux. Et nous ne regarderons pas, car à la différence de beaucoup de nos adversaires, nous ne sommes pas sectaires. Ce que nous souhaitons, c'est que tous ceux qui aiment le pays nous rejoignent et œuvrent avec nous, travaillent avec nous. Quand on regarde les sondages, justement, là où le Rassemblement national est bien placé, notamment le PACA et même les Hauts-de-France, on voit que c'est des candidats, effectivement, qui ne sont pas dans le Rassemblement national, qui sont en tête. Est-ce que ça, selon vous, Jérôme, a un impact et est-ce que ça valide ce genre de stratégie? Écoutez, bien sûr, il est clair que Marine Le Pen a changé profondément de stratégie. Ça n'est plus du tout la même, donc il faut avoir la lucidité de regarder les choses. C'est la stratégie d'aujourd'hui, une sorte de stratégie anti-Philippot, qui était son secrétaire général. C'est-à-dire, d'abord sur les thématiques, c'est l'euro, l'Union européenne. Il ne s'agit plus de dire on arrête tous, ce qui affolait une partie des Français en 2017. Sur l'économie, le discours est beaucoup plus raisonnable. Et également, et il n'y a plus, je dirais, cette idée d'une jonction des populistes de gauche et de droite qui emporterait le système politique. Là, c'est une offensive très clairement vers la droite. C'est-à-dire que l'analyse politique est d'une extrême simplicité. L'effondrement des grands partis socialistes et les républicains, a ouvert des béances considérables dans le jeu politique. Pour les Républicains, il s'agit, et d'un côté, il y a Macron, et de l'autre, Le Pen, de manger ces deux bouts le maximum possible. Et donc, là, vous avez raison, la stratégie de Marine Le Pen a consisté, par exemple, Thierry Mariani, et c'est un vieux cheval de retour, très franchement, dont on pourrait se dire, il avait fui PACA pour aller se faire élire comme représentant des Français de l'étranger, et pas de n'importe quel pays, c'était en particulier des pays de l'ex-soviétique, dont il est un représentant fidèle. Eh bien, Mariani, donc, qui était parti, revient, et il a l'habilité de dire, moi je suis toujours de droite, j'ai été ministre de Sarkozy, et je lui suis fidèle. Ce qui est évidemment assez audacieux, mais pour beaucoup d'électeurs de PACA, finalement, on a le choix entre un type qui maintenant est au centre droit et un type qui est franchement à droite. C'est difficile d'en sortir comme piège. Et vous avez donc beaucoup de régions où ça se joue comme ça. J'ajouterais qu'il y a même des thèmes sur lesquels Marine Le Pen est plus modérée, s'est montrée plus modérée que la droite dans un certain nombre de sujets. Quand on pense qu'elle a expliqué qu'il fallait absolument rembourser la dette, alors que toute une partie de la droite disait... Oui, elle n'a pas dit comment. Hein. Oui, non, mais je dis pas que... Mais c'est intéressant en termes de positionnement. À l'époque de Philippot, il aurait dit, mais les dettes vivent autant que les États, ou d'où vient cette idée qu'il faut absolument rembourser la dette, non à l'esclavage des marchés financiers. Elle a dit, il faut rembourser la dette. Un truc qu'une partie de la droite ne veut pas dire. Même chose sur une des lois, je ne sais plus laquelle maintenant, présentée par Darmanin. Quand les républicains... des articles sur le séparatisme. Voilà, sur la loi séparatisme, les républicains votent contre, le Front National s'abstient. Il est donc plus pro-gouvernement. C'est-à-dire que c'est vraiment un front renversé. C'est une vraie stratégie absolument réfléchie, absolument aboutie de Marine Le Pen. Au point que même certains disent « Ah, ben ça va lui coûter des voix sur la droite de sa droite parce qu'un certain nombre de ses électeurs trouvent qu'elle est trop molle », comme l'avait dit d'ailleurs Darmanin, qui lui-même s'en était étonné de la trouver si bénévolente. Et avait dit « Ah, ben vous êtes devenue toute molle ». Maintenant, il explique que c'est le diable, alors c'est un peu compliqué, on ne comprend pas très bien la cohérence de tout ça. Juste sur le point de savoir ce qu'il y a un électorat de droite, très à droite, très à droite, qui pourrait lui reprocher d'être trop modéré, je ne le crois pas trop. J'ai quand même le sentiment, d'abord, que son image, l'image de la marque Le Pen, est tellement ancienne, elle est tellement établie sur les sujets, notamment concernant l'immigration, que même si elle arrondit les angles, les gens considéreront toujours qu'elle en fera davantage que les autres. Pour appuyer d'un mot ce que vient de dire Alexis Brézet, c'est au fond le calcul de Marine Le Pen, c'est que ses fondamentaux sont suffisamment solides pour qu'elle puisse jouer la carte de l'apaisement politique. Les fondamentaux, c'est la sécurité et l'immigration. Il se trouve qu'avec la Covid et le quoi qu'il en coûte, tous les thèmes économiques et sociaux ont été mis sous le boisseau depuis un an. Ça, c'est un changement. Est-ce qu'ils vont revenir dans l'année qui vient? Je dirais c'est l'intérêt de Macron et l'intérêt de la gauche.
Parce que la gauche a aussi disparu, en particulier parce qu'on ne parle plus du tout de thèmes économiques et sociaux. Quand on a payé un chômage partiel à 11 millions de salariés pendant des mois, on peut difficilement dire que l'État-providence ne joue pas son rôle, etc. Donc on voit bien, les fondamentaux, sécurité, immigration, et le poids de la sécurité dans les derniers mois a été évidemment considérable là-dedans. Et du coup, elle joue la carte, parce que ces fondamentaux, elle estime qu'ils sont assez solides, elle joue la carte de l'apaisement. Si vous voulez, le problème Macron-Le Pen de 2022, si je puis dire, le problème de Macron, c'est absolument d'éviter de rejouer Giscard-Mitterrand de 81. C'est-à-dire Macron qui serait dans le rôle de Giscard, d'un pouvoir lointain, arrogant, dont on pense qu'il faut en sortir, et Marine Le Pen qui s'installerait dans une sorte de force tranquille. Voilà, c'est elle, la force tranquille pour 2022. Et tout le problème, évidemment, c'est de sortir de ce schéma. Un parallèle qui me paraît extraordinairement juste, c'est-à-dire que la stratégie de Giscard qui essayait de faire peur avec Mitterrand, les chars soviétiques, de diaboliser Mitterrand. Au fond, la stratégie de Giscard, c'est de diaboliser Mitterrand. Ben, il y a un moment où ça ne marche plus. Et c'est ça, le risque que court Macron. Et c'est ça dont les régionales vont être un premier test, c'est de savoir est-ce que cette diabolisation marche encore. Parce qu'au fond, et c'est ça qu'essaie de désarmer Marine Le Pen par toute cette stratégie de rassemblement et d'apaisement, c'est de désarmer ce réflexe qui avait été terrible lors des régionales de 2015 et qui avait aussi été à l'œuvre lors de la présidentielle de 2017, qui est que tout à coup, les gens, quand ils la voient ou quand ils voient ses candidats, se disent « Non, on a voté vous, mais on n'en veut pas, on ne veut pas qu'ils prennent le pouvoir. » Eh ben, elle joue cette stratégie de rassemblement et les régionales, région par région, vont permettre d'avoir déjà une première idée de savoir si, entre les deux tours, finalement, la digue, ces fameuses digues, ces fameux barrages dont on nous parle et nous reparle, est-ce qu'ils existent encore? C'est pas absolument certain. Alors, sur ce point-là, sur les régionales, si on regarde un peu les atouts de Marine Le Pen, est-ce qu'on peut dire et du Rassemblement national, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un atout par rapport au scrutin précédent, c'est que lors du précédent scrutin, il y avait finalement peu de listes. Donc, il suffisait qu'il y ait une liste de droite ou une liste de gauche, enfin, deux listes de gauche qui se retirent, et hop, il y avait eu Front républicain. Là, il y a quand même beaucoup plus de listes. Est-ce que ça ne joue pas plus en faveur du Rassemblement national pour qu'il décroche un ou deux, voire plus, exécutifs régionaux? Là où vous avez entièrement raison, c'est que du coup la notion de Front républicain est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. À partir du moment où vous êtes dans un système politique à 4 forces et puis à 3 forces, les 4 forces d'aujourd'hui c'est la gauche, la République en marche, la droite et le RN, et vous êtes pas... Donc voilà, avant vous aviez que 3 forces, la gauche, la droite et le Rassemblement national. Donc la force arrivée 3e pouvait être obligée, soit elle se retirait, soit une partie de ses électeurs l'abandonnait, tout simplement. Donc on a... Régional, la dernière fois, c'est ce qui s'est passé souvent. C'est des mouvements des électeurs. Des mouvements, c'est les électeurs eux-mêmes qui font ça. À 4 forces, c'est devenu plus compliqué, parce que vous dites, mais pourquoi je me retire moi? Surtout comme la gauche est morcelée et divisée, son total peut être supérieur au total, par exemple, de la République en marche, mais elle est arrivée derrière. Alors, qui se retire dans ce cas-là? C'est un choix stratégique important. Alors, vous avez dit possibilité de victoire. Oui, la possibilité de victoire dans des régions du Rassemblement national existe, et ce sera lu. Parce qu'un scrutin, peu importe qu'il y ait, et Alexis le disait tout à l'heure, peu importe qu'il y ait beaucoup d'abstention, un scrutin est lu comme un enjeu politique, comme un événement politique. Si le RN gagne, PACA, et une région, PACA, bon, on pourra dire c'est la maladresse, etc. Et ce sera renvoyé au débit de la Macronie, et en particulier de Jean Castex, qui s'est beaucoup engagé sur ce terrain. Si en revanche vous avez... Il faut dire que c'est la faute des Républicains. Mais... Oui, mais malgré tout, je crois que là, malgré tout, le procès... il y aura ça. On recommande le Figaro d'aujourd'hui qui revient sur cette question. 2 ou 3 régions tombent en exécutif du Rassemblement national, vous avez un événement politique qui transforme dans le regard des observateurs, mais dans beaucoup d'électeurs, Marine Le Pen en favorite de l'élection présidentielle. C'est-à-dire un autre regard. Et à ce moment-là aussi, un niveau d'exigence beaucoup plus élevé à son égard. C'est-à-dire, est-ce que son programme est réellement cohérent? Est-ce qu'une élection de Marine Le Pen est un atout pour la France, dans le monde, en Europe, dans l'Union européenne, ou va être au contraire une catastrophe pour la France dans l'Union européenne? C'est ça des débats qu'il va y avoir dans l'année qui vient. Et enfin, j'en termine, la question de savoir si Emmanuel Macron est le bon candidat pour l'affronter. Là, la question va se poser. C'est l'avers et le revers. Effectivement, une victoire de Marine Le Pen dans 1, 2, 3 régions change le regard sur Marine Le Pen, en fait la favorite, mais on peut aussi, dans une certaine mesure, réactiver
le Front républicain pour la présidentielle. C'est-à-dire que tout à coup, les gens se disent « Ah, mais elle peut gagner ». Et donc, ça peut avoir un effet inverse. Ça peut aussi, une victoire peut galvaniser les partisans ou mobiliser les adversaires. Donc, ce n'est pas absolument univoque. Mais enfin, malgré tout, il faut quand même mieux gagner une fois pour gagner la deuxième que perdre. Hein. Donc, c'est quand même mieux de gagner que de perdre. Pour agir ça. Oui, mais le revers de ça, c'est en creux la stratégie de Macron. Si Marine Le Pen gagne 1, 2, 3 régions, enfin, si ces candidats gagnent, tout à coup, la prétention à Macron d'être le barrage, celui qui est le mieux à même d'empêcher la victoire du Front National, tient beaucoup moins. Les gens vont dire « Ah bah oui, mais ça n'a pas tellement marché en PACA, votre tactique, en tel endroit, votre tactique. » Donc du coup, toute la stratégie de Macron devient difficile à soutenir, et du coup reviennent des questions sur est-ce qu'il peut-être que même qu'à ce moment-là la droite va se dire ah bah peut-être qu'on aurait intérêt à se trouver un candidat. Ça là pour l'instant on en est encore loin. CQFD, c'est-à-dire que quand cette analyse, si elle est solide, elle aboutit à ce que pour Macron et la République En Marche, l'urgence absolue est d'éviter des victoires du Rassemblement national dans les régions, et donc s'il le faut, de retirer les listes. Ouais. De la République En Marche, je pense particulièrement à la région Bourgogne-Franche-Comté, où Marie-Guy Buffet, la présidente socialiste, elle a pris les communistes sur sa liste. En d'autres termes, les communistes n'accepteront jamais une fusion avec la République En Marche. Donc, or, le Rassemblement national est très fort. Si donc, là, c'est typiquement le cas où la question se pose pour la République En Marche, se retirer pour éviter une présidence sans accord. Et c'est pour ça que c'est sans élus. Voilà. Et comme dans les Hauts-de-France, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'idée, avant l'élection, ils vont nous demander nos voix, ils vont demander notre accord, à l'arrivée, quand on s'est présenté soi-même comme le barrage au Front National, on est obligé de se retirer, et ça peut se retrouver comme ça. Cela dit, dans les Hauts-de-France, si Xavier Bertrand est derrière au premier tour Sébastien Chenu, c'est pour lui un très grave affaiblissement en vue de la présidentielle. Parce que vous allez avoir Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez qui, dans leur région, vont arriver 15 points devant le Rassemblement national, être sûrs de leur réélection, n'avoir besoin d'accord avec personne, etc. Et vous avez un Bertrand qui, à ce moment-là, serait devancé par Chenu au second tour, et dont tout le monde se dira « mais que va faire la République En Marche ou pas ?» Ce serait un affaiblissement sérieux de sa candidature. À l'inverse, un Bertrand qui gagne tout seul, parce qu'il est devant le Front National, qui ne demande rien à personne et qui peut faire la démonstration. Vous voyez, Muselier va faire ami-ami avec les macronistes, il perd, dans l'hypothèse où il perd. Moi, je reste droit dans mes bottes et je tiens mon programme jusqu'au bout, je gagne. C'est au fond la stratégie qu'il faut mener à la présidentielle. Ça, c'est assez convaincant comme démonstration. Mais effectivement, ça veut... C'est un très grand enjeu du premier tour, et le premier tour, c'est dimanche prochain. Exactement. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Moi, j'ai une question subsidiaire à vous poser. Si le RN, comme à l'élection précédente, ne remporte aucune région, est-ce que ça compromet définitivement les chances de Marine Le Pen ? C'est très lourd, parce que ça veut dire que ce parti est très fort, très puissant, qu'il a une stratégie d'enveloppement dont on vient de parler, et qu'il reste la force répulsive qui fait qu'au second tour de scrutin, les électeurs ne veulent pas lui donner la victoire. C'est donc un message politique qui serait très fort, car votre hypothèse, par exemple, c'est qu'en PACA, il y aura un renversement suffisant pour permettre à Muselier de sauver sa présidence, probablement grâce au retrait de la gauche et grâce à des mobilisations d'électeurs, mais ce serait effectivement un message très sévère pour Marine Le Pen, qui en plus a eu le tort, elle, je trouve, elle n'a pas enjambé le scrutin. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Elle a dit « j'ai besoin de victoires au régional, de présidence au régional et départemental pour avoir des soutiens suffisants quand je serai au pouvoir dans le pays. » C'était au sens où elle ne s'était pas présentée à une... alors ce sens-là est très juste. Merci Jérôme. Vous souscrivez à l'analyse de Jérôme ? Sur quel point, rappelez-moi ? Sur le fait que, effectivement, pas du tout, si le RN ne parvient pas à gagner une région... Si avec tout le mal qu'elle s'est donné, notamment tout ce recentrage qui est un véritable effort conceptuel, si en dépit de ça, elle continue de faire peur, c'est vraiment que les gens vont se dire... les Français n'en veulent pas. Et là, partir à la bataille présidentielle avec l'idée que les Français n'en veulent pas, c'est quand même un énorme handicap, parce que ça ne sert à rien de faire des grosses scores. De toute façon, à la fin des fins, on perd toujours. C'est un peu comme le football, ça ne sert à rien de... Espérons que ça se passera mieux ce soir. Alors, à propos de football, c'est ma toute dernière question. C'est une question d'actualité qui a un impact politique. C'est si les Bleus mettent un genou en terre ce soir en hommage au mouvement Black Lives Matter. J'élargis un peu le débat. Est-ce que c'est un geste qui peut avoir un impact sur l'opinion aujourd'hui, Jérôme? Qu'est-ce que vous pensez? Très franchement, on ne leur demande pas de mettre un genou à terre, on leur demande de mettre des buts.
dans les filets allemands. C'est comme ça que tous les Français vont avoir ce sentiment. Moi, ça va, je pense, agacer une partie des gens, mais ça n'a pas grande importance. S'ils gagnent, tout le monde aura oublié, tout le monde leur pardonnera, on leur demandera, vous pouvez mettre les 2 genoux par terre, faites ce que vous voulez, les gagner. Si en revanche ils perdent, on dira, voilà, au lieu de faire les malins, mettre le genou à terre, ils auraient mieux fait de jouer. Mais ça dépendra de la suite de la compétition. Et ça marquera des buts. Bon, on est dans le temps additionnel, du coup, et comme c'est la première phase, il n'y a pas encore de tir au but et de prolongation. Donc, on s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir, en tout cas, commenté, analysé. C'était passionnant. Je donne juste la parole à nos internautes qui étaient là avec nous ce matin. Nathan, Jérôme Jaffray a raison, Marine Le Pen a fait des efforts, elle semble avoir travaillé ses dernières interventions. Ces dernières interventions le montrent. Et Roland nous dit, ce n'est pas pour autant que les électeurs voient en Marine Le Pen quelqu'un de sérieux. Le problème est posé. On vous posait la question justement sur Twitter. C'était un pronostic. Pensez-vous que Marine Le Pen a des chances réelles d'accéder au pouvoir? Et là encore, eh bien, les internautes ont été partagés. 51% répondent oui et 49% répondent non. Eh bien, ça nous donne toute latitude et plein d'arguments pour suivre cette élection sur Figaro Live. Et ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres rendez-vous. Si vous nous regardez maintenant en direct à 11h30, vous restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec le Talk. À 12h, Yves Tréhard reçoit Christian Estrosi. Et on retrouve Yves Tréhard ce soir à partir de 19h30. C'est pour ça qu'on a enregistré un peu en avance, parce qu'il y a beaucoup de choses à organiser avec un grand débat sur le programme économique des candidats à la région Île-de-France, à vivre en direct sur Figaro Live. Et on se retrouve demain également pour Point de vue. Et il y aura demain soir d'ailleurs également un autre débat avec LCI et RTL qui concernera PACA. Voilà. Et bien sûr la soirée électorale dimanche, mais on y reviendra d'ici là. Merci, restez avec nous d'ici là sur Figaro Live.